29 janvier 1866. Un enfant voit le jour à Clamecy, issu de la forte race nivernaise de la vieille souche gauloise, Romain Edme Paul Émile Roland. Sacré grand-père, je sais ce que je te dois, vieux homme qui a beaucoup tenté, tâté, goûté, gâché, et qui ne t'est jamais lassé. Du côté paternel, 5 générations de notaires. Du côté maternel, des générations de cultivateurs, de maîtres de forge, de notaires. Mon père avait à Clamecy une situation privilégiée. Il dirigeait les affaires municipales et l'étude notariale la plus prospère de l'arrondissement. Ma mère était l'axe de ma vie. Qu'aurais-je été sans elle? D'elle m'est venu le sens et l'amour de la musique, le sentiment religieux, l'indépendance irréductible de l'âme à l'égard du monde et de l'opinion. Je vivais dans la morne petite ville de Clamecy, au bord d'un canal silencieux. Une jolie cathédrale gothique dont la cloche est harmonieuse et grave. Cette cloche fut la poésie de mon enfance. Tant de rêves mélancoliques dans cette note de bronze. Pauvre enfant de la bourgeoisie que l'on promène en laisse les soirs d'été sur l'avenue de la Gare, où tous les 10 pas, le père échange avec les indigènes des coups de chapeau. En octobre 1880, transplanté à Paris l'atmosphère malsaine du lycée. Cette caserne d'adolescents en rut. La lutte pour la vie commençait, implacable. Et je commençais à prendre conscience du monde européen. J'aperçus l'effrayante tragédie de l'époque, la venue fatale de la catastrophe. J'ai toujours vécu isolé, à part des autres. De 15 à 20 ans, je me suis consumé la vie dans la recherche désespérée d'une foi. Et j'ai beaucoup souffert de cette première jeunesse. Au seuil de l'école normale, je redécouvris Shakespeare et Guerre et paix de Tolstoï. Là, je me suis transformé complètement. Je m'enivrais de Spinoza et des présocratiques. C'était de beaux temps pour l'indépendance de l'esprit. L'ami que l'école normale me donna, le premier ami vrai de ma vie, était Suarez. Notre amitié a traversé d'âpres orages, mais je n'ai jamais perdu le souvenir pieux des fraternelles années. J'aimais profondément Tolstoï, Guerre et paix, Anna Karénine, et la bonté, l'intelligence, l'absolue vérité de ce grand homme en faisait pour moi un guide dans l'anarchie morale d'alors. Mais j'aimais aussi passionnément l'art, et je fus troublé par les invectives de Tolstoï contre son immoralité, et je lui écrivis. Il me répondit le 4 octobre 1887 une lettre de 17 pages qui reflète la tranquille lumière de son âme, où tout est raison et charité. Le 27 janvier 1889, Boulanger fut l'élu de Paris. Nous jugions que la République était perdue, et je sentis quelle place elle tenait dans mon cœur. Voici ce que je confiais à mon journal le soir du jour où l'on venait d'inaugurer l'exposition du centenaire de la Révolution française. Je me sens bien plus républicain que français. Je sacrifierai ma patrie à la République comme je sacrifierai ma vie à Dieu. Je crois en la République de l'avenir, qui embrassera toute la terre. Mes idées sociales n'allaient pas plus loin. Jaurès n'avait pas encore fait pénétrer la pensée socialiste dans la jeunesse bourgeoise de France. Mais je pensais déjà qu'il est immoral de rester de plein gré dans la médiocrité, et que celui qui se retire volontairement de la lutte est un lâche. J'aurais voulu qu'il fût puni par les lois, comme criminel envers soi-même, car c'est le plus grand des crimes. Après l'école normale, je fus envoyé à l'école française de Rome. Logé au Palais Farnèse, je fus chargé d'étudier dans les archives du Vatican les relations de François Ier avec le Saint-Siège. Au début de 1890, j'allais rendre visite à Malvida von Meisenboug. Descendant de chez elle, dans le sombre escalier, j'avais un jour rencontré une jeune figure qui tint mon cœur enchanté. Et dans le même temps où j'écrivais mes premiers drames, inspirés de la Renaissance italienne, drames demeurés inédits, le cœur gonflé de larmes, le corps fiévreux d'amour, j'errais dans la campagne romaine. Jamais je ne pourrais dire ce qu'a été pour moi ce torrent du ciel qui ruisselle à flots. Lorsque je veux le retrouver dans mes soucis, j'évoque sa beauté sereine et solitaire.
Rome a laissé dans ma vie un tel rayonnement que j'ai toujours été enclin à lui attribuer le rôle décisif dans mon développement. Rentré à Paris au début de 1892, il me fallut me réacclimater à l'esprit et à l'atmosphère de ce monde où je devais vivre. Quelques semaines plus tard, j'écrivais à Suarez « Je suis tyrannisé par de beaux yeux noirs qui n'aiment pas Beethoven, ni moi non plus, je pense. » Il s'agissait de Clotilde Bréal, fille de Michel Bréal, professeur au Collège de France. Après notre mariage, nous partîmes en Italie et en 1895, je soutins ma thèse « Les origines du théâtre lyrique ». Bientôt, je fus chargé du cours complémentaire de l'art à l'École normale supérieure. Je commençai à collaborer à la Revue de Paris et à la Revue d'art dramatique, ainsi qu'au cahier de la quinzaine de Charles Péguy. En même temps, je poursuivais mes projets dramatiques. Pendant les 2 ou 3 premières années, notre mariage fut très heureux. Mais Clotilde était trop différente de moi et entourée de trop d'influences, toutes contraires à la mienne. Le divorce jugé, je m'installe au 162 boulevard du Montparnasse, mon île, au milieu de Paris. Et mes œuvres paraissent au cahier de la quinzaine de Charles Péguy. Ces cahiers sonnaient la charge contre les mensonges de la politique et les crimes de la civilisation. Mais je n'ai commencé d'être connu vraiment qu'avec la vie de Beethoven en 1903. J'avais alors 37 ans. C'est en 1904, à 38 ans, que je commençais de publier Jean-Christophe au cahier de la quinzaine, où il parut en 17 livraisons. En voici la dédicace aux âmes libres de toutes les nations, qui souffrent, qui luttent et qui vaincront. Jean-Christophe, c'est moi-même. Je l'ai été dans les 10 ans qui terminèrent l'autre siècle. Mais je suis aussi Olivier. L'essentiel de Jean-Christophe, comme de toutes mes œuvres, ce ne sont pas les idées, ce sont les âmes. Je publiais aussi Le théâtre du peuple, Une vie de Michel-Ange et Une vie de Tolstoï. Je termine Jean-Christophe en 1912. En 1913, pendant un séjour en Suisse, j'écris Colas Brognon. En juin de la même année, l'Académie française me dessert de son grand prix pour Jean-Christophe. Je retournai en Suisse en mai 1914 avec une amie très chère. Et j'y vécus un long rêve qui m'enivrait. Quand je m'éveillais, c'était la nuit du monde. La guerre était déclarée. Tous avaient abdiqué et Jaurès était tué. J'écris au-dessus de la mêlée et la suite de mes articles contre la guerre. Je fus outragé par des gens de l'arrière, mais jamais par des combattants, dont beaucoup étaient d'accord avec moi. Pendant plus d'une année, je travaille à la Croix-Rouge de Genève, dans la section qui s'occupait de la recherche et des échanges des prisonniers. Et en 1916, la Suède m'attribue le prix Nobel de littérature dont je partage le montant entre le Comité international de la Croix-Rouge et des œuvres françaises. En Russie, la révolution éclate. À la demande de Lunacharsky, qui est encore en Suisse avec Lénine, j'envoie pour le journal socialiste de Petrograd, la Pravda, quelques lignes. Frères de Russie, donnez à l'Occident l'exemple d'un grand peuple libre et uni. Évitez tout excès dont la réaction profiterait. Avancez pas à pas et ne reculez jamais. Vous travaillez pour la liberté du monde. L'Europe tout entière craque. Et le dur armistice est imposé à l'Allemagne par le maréchal Foch. J'écris au président des États-Unis, Wilson, « Les peuples brisent leurs chaînes, l'heure sonne, par vous prévue et voulue. Qu'elle ne sonne pas en vain. D'un bout à l'autre de l'Europe, se lève parmi les peuples la volonté de s'unir pour former une Europe régénérée. Aidez ces peuples qui tâtonnent à trouver leur route, à fonder la charte nouvelle d'affranchissement et d'union, dont ils cherchent passionnément, confusément, les principes. » En janvier 1919, à la conférence de la paix, Wilson déçoit tous ceux qui ont espéré en lui. C'est l'homme des compromis. En mai, un télégramme de ma sœur m'apporte la funeste nouvelle. Notre mère est gravement malade. Elle est calme, elle est morte, dit-on. Nous l'emmenons au cimetière de Clamecy. Le 23 juin, signature de la paix. Triste paix. Entracte dérisoire entre 2 massacres de peuples. Mais qui pense au lendemain? À partir de ce moment, je lutte pour la révision du traité de Versailles. Je reste en France de 1919 à 1922, publiant Colas Brognon, Clérambault, Pierre Élus, Lilouli. Au printemps de 1922, avec mon père et ma sœur Madeleine, je m'installe à Villeneuve, au bord du lac Léman, dans la villa Olga.
Professeur de langue anglaise, ma sœur m'aide grandement lors de la préparation de mes livres sur Gandhi et les vies des mystiques indiens, Ramakrishna et Vivekananda. Dans le même temps, j'écris L'âme enchantée et Le voyage intérieur. Les fêtes du centenaire de Beethoven, à Vienne, sont pour moi un motif d'entreprendre une étude musicale très approfondie de l'œuvre du maître. Beethoven, les grandes époques créatrices. Le destin inéluctable prépare la nouvelle guerre, plus bestiale encore que la dernière, où la France et l'Allemagne achèveront de s'entrégorger. On ne voit plus dans le monde de force qui soit capable de détourner l'arrêt de mort qui pèse sur l'Occident. Mon européanisme, qui d'ailleurs n'est pour moi qu'un premier pas vers la République de l'avenir à laquelle je croyais déjà à 20 ans, m'est reproché comme un crime. Néanmoins qu'on ne fasse pas de moi un anti-français. Je suis justement trop vieux français pour me contenter de la France pour patrie. J'ai une correspondance immense qui me tue, mais qui, sans l'avoir cherchée, se trouvera peut-être la principale de mes œuvres. Il est bien peu de points du globe, maintenant, avec lesquels je ne sois pas en contact. En 1926, j'écris au révérend John Haynes Holmes, le grand pacifiste américain. Par le fait de leur puissant développement économique, les États-Unis ont une situation privilégiée en face de l'Europe. Ils représentent la force dominante dans l'avenir de la civilisation blanche. Même s'ils ne le veulent point, ils seront poussés à empiéter dans la vie politique et sociale d'une partie de l'humanité. Ce serait un désastre pour toute l'humanité si une race, un peuple, un État, si haut soit-il, imposait à la variété splendide de l'univers l'uniformisme rigide et monotone de sa propre personnalité. À Villeneuve, j'ai reçu des visites du monde entier, dont celle de Rabindranath Tagore en 1926, de Nehru en 1927, de Gandhi. Pourtant, je soutenais activement la lutte de l'Inde pour son indépendance. En 1929 était entrée dans ma vie celle à qui je pouvais dire « Mon passé t'appartient tout entier, car j'ai cherché toute ma vie un amour comme le tien. Il m'est un rayon de miel et de soleil. J'en ai besoin. » Parmi les amis français qui viennent me voir à Villeneuve, il y a Aragon et Elsa, Marcel Martinet et beaucoup d'autres. Parmi les étrangers, Hermann Hesse et Stefan Zweig. Les Russes, Lunacharsky, Litvinov, le romancier Constantin Fédine. À défaut de fils de mon sang, j'ai un fils adoptif, un beau et brave garçon, intelligent et loyal, que j'aime bien. Je m'occupais avec Henri Barbus de l'organisation d'un congrès mondial de tous les partis contre la guerre. Il s'ouvrit le 27 août 1932 à Amsterdam. En avril 1933, je reçois du consul d'Allemagne à Genève une lettre m'annonçant que le Reichspräsident von Hindenburg me confère la médaille Goethe. Je réponds. Il m'est pénible de vous écrire que dans les circonstances présentes, je ne puis l'accepter. Ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne soulève la révolte du monde et la mienne. Il m'est impossible d'accepter un honneur sous un gouvernement qui a fait de cette politique son programme d'idées et d'action. Indigné par la façon dont le procès consécutif à l'incendie du Reichstag est mené, je défends le Bulgare Dimitrov et ses compagnons faussement accusés par le gouvernement nazi d'avoir mis le feu à l'édifice. Et je fais partie de nombreuses organisations antifascistes, anti-impérialistes et pacifistes qui poursuivent toutes le même but, avec les opprimés contre les oppresseurs. Ce n'est pas par sentimentalisme que j'ai été en 1914 et que je suis toujours un champion de la paix et de la coopération entre les nations, et tout particulièrement entre la France et l'Allemagne. C'était et c'est une loi de raison, une vérité vitale. 1935, voyage en URSS, sur l'invitation de Maxime Gorky avec lequel je correspondais depuis 1917. À Moscou, un accueil tout à fait disproportionné avec ma personne, mais je passe 2 semaines dans la maison de campagne qu'habite Gorky. 1 an plus tard, la profondeur de mon affection pour Gorky m'est révélée par sa disparition. Je sens avec une douleur aiguë que je vivais dans l'attente de le revoir l'année prochaine, et je suis certain que Gorky m'attendait aussi. L'heure de nos adieux, à fin juillet 1935, à la gare de Moscou, était le seuil de la vraie entrée dans notre mutuelle intimité. J'apprenais le russe pour m'entretenir avec lui. Nous avions tant à nous confier. En 1936, mes amis du Front Populaire organisent, à l'occasion de mon 70e anniversaire, une grande manifestation à la salle Pleyel. Elle est présidée par des personnalités françaises et étrangères. En cette même année anniversaire, le gouvernement du Front Populaire fait donner des représentations de mon drame, 14 juillet,
Le rideau de Seine dessiné par Picasso représente la lutte contre le fascisme mondial. Depuis longtemps, on sait qu'un complot se prépare contre le régime républicain espagnol. La guerre civile éclate, le général Franco prend la tête des insurgés. J'annonce la création d'un comité international pour l'aide à l'Espagne républicaine. Mais cette guerre, Franco la gagnera grâce à son armée fasciste italienne, grâce aux aviateurs et soldats allemands, grâce à tout le matériel fourni par l'Axe, Hitler et Mussolini. Nouvelle victoire du fascisme. Les brigades internationales ont du moins témoigné glorieusement de la fraternité agissante des peuples. En 1938, je revins planter ma tente dans le pays de mon enfance. Et j'achète à Vézelay, non loin de ma ville natale, une petite propriété où nous nous installons, ma femme et moi. C'est là que nous surprit l'invasion allemande. Les Allemands ne me persécutent pas, peut-être à cause de Beethoven, de Jean-Christophe ou de mon opposition au traité de Versailles. Néanmoins, je suis surveillé de très près. J'achève la rédaction d'une première partie de mes mémoires, dont les 2 volumes consacrés à Peggy auraient dû faire partie. En 1940, je retrouve Paul Claudel. J'ai été heureux de la vieille camaraderie retrouvée après un demi-siècle de séparation. Mais c'est grâce à ma femme que je vis. Sans elle, sans son aide infatigable et sa tendresse, je n'aurais pu traverser ces lourdes, ces épaisses, ces sombres années d'oppression morale et de maladie. Ma vie s'en va. Je m'en détache. Je voudrais qu'elle eût un peu servi. J'ai confiance. L'épreuve a fait ressurgir la flamme du sacrifice. Nul homme n'a droit à vivre s'il ne se fait le serviteur de l'humanité. Et le plus grand a le plus de devoirs. J'ai confiance.